Bonjour à tous et bonjour Bruno Le Maire, ministre Bonjour Elisabeth français de Martichoux. l'économie. Merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Ministre de l'économie, pas candidat au régional de juin. Pas candidat au régional, j'ai été élu député en 2017, donc je suis déjà élu au suffrage universel, donc je ne vois pas de raison de me représenter à nouveau au suffrage universel. Et puis j'ai déjà été plus de 10 ans conseiller régional de Haute-Normandie, ce qui était un vrai bonheur, donc je laisse ce bonheur à d'autres. Vous serez bientôt l'un des rares ministres à ne pas être candidat, mais on en reparlera tout à l'heure. On va d'abord parler de l'événement de la semaine, c'est évidemment mercredi. À propos, ça fait des mois, Bruno Le Maire, que les restaurateurs réclament la réouverture. Vous-même, vous avez lancé un appel il y a une semaine, rouvrez dès le 19 mai. Et hier, en ouvrant le JDD, on tombe sur une interview de la star des fourneaux, Philippe Etchebest, qui dit « Mon restaurant restera fermé jusqu'au 9 juin et je ne serai pas le seul ». En fait, ce sera un faux départ mercredi ? Je ne crois pas. Je pense que c'est un moment très important mercredi. C'est d'abord un moment très important pour tous les restaurateurs, pour tous les salariés, pour tous ceux qui sont en train de préparer cette réouverture. Je sais qu'ils le font avec beaucoup de cœur. Et je veux avoir un message pour tous ceux-là qui turbinent matin, midi et soir pour préparer cette réouverture. C'est un moment important aussi pour les Français, parce que la terrasse fait partie de notre culture, nous allons pouvoir nous retrouver. Donc il peut y avoir ici ou là des personnes qui font des choix différents, c'est leur droit. Mais je crois que collectivement, nous attendons tous ce moment avec beaucoup d'impatience, les restaurateurs les premiers, mais tous les Français aussi. On viendra sur les freins qui font qui font justement que les restaurateurs n'ouvrent pas. Vous encouragez, on l'a entendu, à rouvrir autant que possible. Qu'est-ce qui se joue mercredi pour l'économie française ? Ce n'est pas sur le plan économique que c'est le plus important, je vais vous dire. Ouais. Je pense que c'est sur le plan culturel, sur le plan collectif, sur notre capacité tout simplement à nous retrouver. C'est beaucoup plus important que la seule économie. Bien sûr que c'est important pour les restaurateurs, ils ont beaucoup souffert, pour leurs salariés, pour tous ceux qui travaillent derrière, qui fournissent les produits, qui participent de cette vie économique. Mais je pense que c'est encore plus important que cela. La terrasse, c'est ce qui va permettre de nous retrouver tous collectivement, de sortir de chez nous. Donc ça doit être un moment réussi. Je le redis, c'est un moment important pour la France. C'est pour ça aussi qu'on a mis un certain nombre de précautions, parce que ce moment doit être réussi. Il doit avec pas entraîner, des jauges, bien etc. sûr, avec des jauges, Mais avec des règles qui vont nous permettre progressivement de retrouver une vie normale. il n'empêche qu'il ne faut pas rater la reprise, Bruno Le Maire. Il y a des indices encourageants. D'ailleurs, Bruxelles a fait une prévision de croissance assez optimiste, en tout cas positive pour la France, mercredi dernier, plus 5,7%. Le moral des PME-TPE semble remonter, les investissements aussi. Et vous restez à une prévision de 5%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, c'est encore fragile ? Non, ça veut dire que je suis prudent, comme je l'ai été depuis le début de la crise. Je pense qu'on attend d'un ministre de l'économie et des finances de faire preuve de prudence et de sang-froid. Mais la réalité des chiffres, c'est que la reprise est déjà là. La réalité des chiffres, c'est qu'ils annoncent une forte croissance pour la France en 2021, sans doute une des plus fortes depuis 50 ans. La réalité des chiffres, c'est que les entrepreneurs, et je m'en réjouis, reprennent confiance, que l'investissement est bien orienté, que nous recréons des emplois dans l'industrie, ce qui est un des grands enjeux que nous avons fixés avec le président de la République, réussir la relocalisation industrielle dans la nation française. Donc je garde beaucoup de sang-froid, mais je suis évidemment les chiffres avec beaucoup d'attention. Je pense que nous aurons une croissance forte en 2021 et ça me confirme dans ce que je dis depuis des mois et des mois. La France a une économie solide. Nous avons fait toutes les réformes structurelles nécessaires depuis le début du quinquennat. On a modifié la fiscalité, on a allégé les charges sur les entreprises, on a baissé les impôts de production pour inciter à cette relocalisation industrielle. Donc les fondamentaux maintenant sont solides. Nous avons protégé pendant la crise, ce qui fait que les salariés, les compétences, les savoir-faire, les usines sont toujours là, prêtes à repartir. Et maintenant que nous avons une croissance qui repart à l'international et qui repart en Europe, nous sommes prêts, solides, et je pense que nous surprendrons les autres pays européens par la vigueur de notre croissance. Eh bien, dis donc, et on va retrouver un niveau d'avant la crise quand ? L'objectif que nous avons fixé, c'est retrouver au premier semestre 2022 le même niveau d'activité que celui que nous avions avant la crise. Et je rappelle qu'à ce moment-là, nous avions un des niveaux de croissance les plus élevés de la zone euro. Donc avant la présidentielle, on va retrouver un bon niveau économique. Je le souhaite, et en bon tout cas je niveau fais de tout pour. Regardez le plan de relance. On a voté parmi les premiers un plan de relance. Il est jugé équilibré entre la croissance verte et le soutien social. Il y a 100 milliards de disponibles. Il y a déjà plus de 30 milliards d'euros qui ont été engagés, qui alimentent l'économie française. Et nous allons encore accélérer dans les mois qui viennent. Donc je pense que sur l'économie,
nous tenons le bon bout. Il faut rester mobilisé, il faut rester extraordinairement attentif à tous les signaux pour soutenir, protéger, accompagner les secteurs qui restent les plus fragiles. Mais nous sommes dans la bonne direction et nous aurons de bons résultats. Bon, l'économie française va bien. Tout ne va pas bien en France. On y reviendra tout à l'heure. Mais pour revenir à Philippe Etchebest, une des raisons pour lesquelles il ne rentre pas, c'est qu'il dit qu'avec les jauges, ça va être compliqué de rentabiliser. Et puis, de payer les charges fixes et de rembourser les PGE. Ces prêts garantis par l'État, c'est un sujet d'inquiétude pour les entreprises qui sont fragiles financièrement. Dans quel cas vous pourriez les annuler? Vous allez les annuler? L'État ne va pas annuler les prêts garantis. Les prêts garantis sont fournis par les banques. Nous avons donné 1 an de différé de remboursement supplémentaire, c'est-à-dire ceux qui devaient rembourser en ce moment, en mai 2021. Ils vont pouvoir commencer à rembourser en mai 2022. Il pourra y avoir des entreprises en très grande difficulté. J'en ai parfaitement conscience. Je vois des grandes entreprises de taille intermédiaire, des grosses PME qui travaillent dans des secteurs qui sont fragilisés, par exemple l'aéronautique. Moi, je ne veux pas que ces entreprises-là aillent au tapis. Donc nous présenterons d'ici quelques semaines, nous y travaillons encore, un dispositif qui permettra de manière rapide et de manière ciblée de prendre ces entreprises, les repérer, leur proposer un accompagnement, leur proposer un traitement de leur endettement, de façon à ce qu'elles puissent passer cette période de crise et rester debout. Donc on apportera toutes les précisions dans quelques semaines, mais je veux rassurer Philippe Etchebest, je veux rassurer tous les patrons de PME, tous les patrons d'entreprises de taille intermédiaire. On ne laissera personne aller au tapis si nous savons que ces entreprises ont une capacité de rebond après la crise. Donc vous allez les repérer parce que capacité de rebond, vous avez raison de le dire. Comment éviter d'aider des entreprises qui étaient boiteuses avant la crise? C'est tout le dispositif sur lequel on travaille, bien sûr. Il ne s'agit pas de le gâcher. Vous avez tout à fait raison. C'est bien pour cela que le dispositif que nous allons mettre en place d'ici quelques semaines, il visera à mettre une alerte précoce dans chaque département pour qu'on puisse repérer les 3, 4, 5 grosses entreprises qui ont besoin du soutien, un traitement avec l'ensemble des créanciers et des réponses appropriées que je préciserai par la suite. Mais il ne s'agit pas d'avoir l'État tout seul dans son coin qui dit tiens on va sauver telle ou telle entreprise parce que sinon effectivement vous serez sous des pressions multiples, vous serez obligé de sauver des entreprises qui n'ont pas vocation à être sauvées parce qu'elles n'ont pas de perspective devant elles et on emploierait l'argent du contribuable pour sauver des entreprises qui ne le méritent pas. Ce serait une erreur. En revanche, tout faire avec les créanciers, avec la Banque publique d'investissement, avec la Caisse des dépôts pour garantir que des entreprises qui sont viables puissent passer cette période difficile, ça c'est ma responsabilité, nous le ferons. Y compris annuler le remboursement? Dans des cas exceptionnels. Dans des cas exceptionnels. Dans des cas exceptionnels. Si vous avez une entreprise qui est viable, simplement son secteur est en grande difficulté, je redonne l'exemple de l'aéronautique. Elle va avoir du mal à passer 1 année ou 2. Qu'est-ce qui est préférable pour les créanciers, publics ou privés? Annuler dans des circonstances exceptionnelles, pour des cas très précis, les dettes pour redémarrer, ou envoyer l'entreprise au tapis. Je pense qu'il est plus responsable, dans des cas exceptionnels que nous définirons très précisément, d'alléger le poids de la dette de certaines entreprises. Alors, à propos d'argent public, Bruno Le Maire, vous ne coupez pas tout de suite le robinet des aides. Ça va être, dites-vous, très progressif. Vous baissez donc petit à petit le fonds de solidarité. Ce serait totalement incohérent d'avoir soutenu pendant 14 mois les entreprises, puis de débrancher immédiatement le soutien au risque d'avoir des dizaines de milliers d'entreprises fragilisées. Quand vous sortez d'une période qui a été très difficile, il y a une période de convalescence. Dans cette période de convalescence, il faut redémarrer prudemment et avec du soutien. Là, on a un calendrier jusqu'à fin septembre. Jusqu'à fin août, pour être tout à fait précis. Pour le on va avoir sur le fonds de solidarité une aide dégressive en juin, juillet, août. Nous allons continuer à aider à payer les charges sociales, tout simplement pour que les entreprises embauchent, parce que derrière, il y a l'emploi et que c'est absolument vital pour le pays. Et puis, fin août, nous aurons un rendez-vous avec l'ensemble des secteurs du tourisme, de la restauration, les hôteliers, les bars, l'événementiel, pour voir où ils en sont et est-ce que le redémarrage s'est bien passé. On est incapable de le dire aujourd'hui. J'espère que la saison, je le pense, sera très brillante et qu'on aura une belle saison touristique, mais je suis prudent et donc je préfère qu'on se donne un rendez-vous fin août pour regarder où nous en sommes. On peut raisonnablement penser que tes aides pourront durer jusqu'à la présidentielle ? Nous, notre souhait n'est pas que les aides durent jusqu'à la présidentielle et soient maintenues éternellement. Ça pourrait être votre intérêt politique. Notre intérêt, c'est que l'économie redémarre sur ses 2 jambes, fortement et sans avoir besoin de soutien public. Et le soutien public, il est là
pour accompagner la reprise de l'économie, comme il a été là pour protéger l'économie pendant la crise, mais une économie doit pouvoir fonctionner sans subvention publique. Mais pour dire les choses, ceux qui associent le calendrier des aides à l'élection présidentielle, ils ont de mauvais esprits ou ils sont soucieux des comptes publics? C'est pas du tout ce qui nous guide avec le président de la République. Nous, ce qui nous guide, c'est d'avoir une économie qui puisse redémarrer puissamment, de manière indépendante, et toutes les aides que nous apportons permettre tout simplement à un restaurateur qui va rouvrir sa terrasse mercredi, quand il faut acheter des fournitures, qu'il y a des dépenses, qu'il doit mettre des paravents pour séparer des tables, nous l'aidons à redémarrer. Ensuite, il faut qu'il puisse fonctionner tout seul. Et d'ailleurs, je pense qu'il aspire lui-même à pouvoir fonctionner tout seul sans aide de l'État. On verra, rendez-vous fin août. Deux questions précises. Le secteur de l'événementiel ne reprend pas avant septembre. Est-ce que le dispositif spécifique, ça y est, il est fixé? Il n'est pas encore fixé. On y travaille encore avec l'événementiel. Je les reverrai cette semaine. Mais c'est effectivement un secteur qui ne va pas redémarrer tout de suite. Il n'y a pas de foire, de salon en juin, juillet, août. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Donc vous voyez bien que là, il y a un gué à passer de 3 mois. Donc il faut un dispositif spécifique pour l'événementiel. Je m'y suis engagé et je tiendrai parole. Alors, un peu à la corollaire de l'événementiel festif, Jean Roch. Vous connaissez Jean Roch, c'est le propriétaire d'une boîte de nuit à Saint-Tropez. Oui. Il signe une tribune ce matin sur le site du Parisien. Il était ce matin aussi invité de la matinale de Pascal de la Tour du Pin sur LCI. Il vous demandait, à vous, une date de réouverture des boîtes de nuit. Un été sans boîte, vous l'envisagez? Enfin, pas pour vous personnellement, hein, pour les Français. Pour moi, personnellement, je peux parfaitement l'envisager, mais pour les Français, et notamment pour les plus jeunes, c'est difficile. Puis il faut qu'on fasse attention. J'entends les arguments qui ont été avancés, de dire s'il n'y a pas de boîtes de nuit, notamment de boîtes de nuit en plein air qui sont ouvertes, on risque d'avoir des rassemblements non autorisés, créer des difficultés. Je trouve que c'est des arguments qui sont tout à fait pertinents. Donc nous allons revoir l'ensemble des représentants des boîtes de nuit. Nous avons une clause de rendez-vous mi-juin et nous verrons quelle décision prendre mi-juin. Mais c'est des arguments qui sont tout à fait recevables. Et la méthode que j'ai appliquée avec le reste du gouvernement pendant plus d'un an de crise maintenant a toujours été écoutée. Les professionnels, les restaurateurs, les représentants des boîtes de nuit, de l'événementiel, tous les secteurs économiques ont des arguments qui sont des arguments responsables. Ma responsabilité, c'est de les écouter, de les entendre et de leur apporter des réponses. D'accord. Donc, quand ils plaident une réouverture, évidemment, pour l'été, pour eux, c'est crucial. Vous allez l'entendre. Vous êtes prêt à les entendre? Je suis évidemment prêt à discuter avec eux. Je ne prends pas la décision seule. Il y a des considérations de santé portées par Olivier Véran. Il y a des arbitrages qui sont rendus par Jean Castex, le Premier ministre. Mais je trouve que lorsqu'un responsable de boîte de nuit me dit « voilà, cet été, il faut qu'on puisse redémarrer, sinon il y aura des rassemblements sauvages » et on peut le faire notamment pour les boîtes de nuit qui fonctionnent en plein air dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes, ça s'entend parfaitement. Et je crois que la première responsabilité d'un homme ou d'une femme politique aujourd'hui, c'est d'être ouvert à ces arguments, c'est d'entendre les gens, c'est de les écouter. C'est notre première responsabilité. Écouter, entendre et ensuite répondre. Et parfois être candidat. Vous avez jusqu'à midi pour être candidat au régional. C'est l'heure limite du dépôt des listes, mais vous nous avez dit en début de la pandémie que vous ne le serez pas. J'étais très heureux comme conseiller régional de Normandie, mais je ne le serai pas cette fois-ci. Mais on peut se demander pourquoi. Parce que vous êtes un des ministres, j'ai vérifié, les plus populaires. Votre politique est soutenue par les Français. Pourquoi ne pas aller au combat contrairement à ce que font vos collègues. Parce que je livre Elisabeth Martichoux. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, qui ont aussi des dossiers très lourds. Bien sûr, mais c'est pour des raisons qui sont très simples et très claires, comme je pense toujours avec moi. La première raison, c'est que oui, je livre un combat. Un combat contre la crise économique. C'est un combat qui m'occupe toute la journée, auquel je me consacre à 100% depuis maintenant 14 mois. La France affronte la crise économique la plus grave depuis 1929. Ma responsabilité, c'est d'être à mon poste, d'apporter des réponses à cette crise et de permettre, nous sommes en train d'y arriver, une relance économique parmi les plus fortes. La deuxième raison, c'est que j'ai déjà été candidat à plusieurs reprises à des élections régionales, municipales, législatives, et j'ai toujours fait des choix qui sont clairs. Bruno Le Maire, la France aussi, elle affronte une crise sécuritaire parmi les plus importantes, les plus, on va dire, irritantes pour les Français depuis très longtemps. Or, nous avons 2 ministres qui sont à 2 postes très importants pour affronter cette crise. Qui y vont? Est-ce que c'est bon pour la politique? Je prends l'exemple de Est-ce que c'est bon pour l'image de la politique? Oui, je pense que c'est bon pour la politique. Je vais vous dire, je n'envisage pas d'être... Mais pourtant, ils n'ont pas la même logique que vous. Vous dites je n'envisage pas de faire de la politique sans, à un moment donné, m'être frotté au suffrage universel.
En 2017, j'avais dit au président de la République que j'acceptais d'être ministre de l'économie et des finances, mais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas négociable pour moi, c'était de faire juger ce choix par les électeurs de ma circonscription. Et donc d'être candidat, au risque d'ailleurs de devoir démissionner. Si j'avais été battu en 2017 aux élections législatives, j'aurais renoncé à mon poste au gouvernement. Donc je pense qu'il est important d'avoir cette légitimité du suffrage universel. Qu'Éric Dupond-Moretti veuille avoir cette légitimité du suffrage universel, je pense que c'est bien. Qu'on renouvelle la classe politique avec de nouvelles figures qui viennent de la société civile. Éric Dupond-Moretti était avocat. Il veut la légitimité du suffrage universel. Il a raison. Qu'il aille se frotter au terrain, aux électeurs, qu'il entende ce que les électeurs ont à lui dire et qu'il accepte le jugement des électeurs. Je pense que c'est courageux de sa part et qu'il a raison. D'accord, mais il y a des Français, et ça, est-ce que vous pouvez aussi l'entendre, qui pourraient ne pas comprendre que compte tenu de sa tâche, il y aille, comme encore mais je une fois, comme le ministre de Martichoux, l'Intérieur. je l'entends parfaitement, mais c'est toute la beauté des élections. C'est que c'est le peuple français qui tranchera. Ni vous, ni moi, ni les commentateurs. C'est le peuple français, dans les Hauts-de-France, qui jugera. Il y a plusieurs élus LR qui, comme Éric Ciotti encore ce matin dans le Figaro, demandent que leur parti, votre ancien parti LR, retire son soutien à Renaud Muselier, qui est le président sortant, tête de liste en région PACA, avec 15 membres issus de la Macronie. Est-ce que ce ne serait pas plus clair, effectivement ? Moi, ces propos, je vais vous le dire, me mettent en colère, Elisabeth Martichoux. Parce que je trouve qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures désormais chez les Républicains. Quand Renaud Muselier, président de la région PACA, avec qui d'ailleurs j'ai très bien travaillé, décide de s'ouvrir à des représentants de la majorité actuelle, immédiatement c'est les anathèmes, c'est les condamnations. On a l'impression qu'il a franchi une ligne rouge absolue, qu'il a commis une transgression politique majeure parce qu'il accepte de travailler avec la majorité, avec laquelle beaucoup d'autres, parmi les Républicains, ont accepté de travailler depuis plusieurs années. Quand, en revanche, des représentants éminents du même parti disent que ce qui les sépare du Front National, c'est uniquement un problème de gouvernance, reconnaissent, comme dans le Grand Est, que dans le fond, le candidat du Rassemblement National n'est pas si mal que ça, accepte de s'allier avec Debout la France, c'est-à-dire quelqu'un qui devait être le Premier ministre de Marine Le Pen. Là, un silence étourdissant. Comme si, d'un côté, c'était condamnable, et de l'autre, le rapprochement avec le Front National ne posait aucune difficulté. Dans le fond, Elisabeth Martichoux, ce à quoi nous assistons, c'est à un schisme parmi les Républicains. Alors, je vous rassure, c'est un tout petit schisme. Mais c'est un schisme quand même. Pourquoi ? Parce que c'est un tout petit parti ? Parce que tout ça, dans le fond, est assez anecdotique, ça n'a pas grande importance. Donc c'est un tout petit schisme, mais c'est un schisme entre ceux qui estiment que dans le fond, il faut s'allier avec le Front National et qui refusent de choisir entre le Front National et Emmanuel Macron. C'est la conséquence du choix de 2017. Et ceux qui, dans le fond, ont la lucidité de reconnaître que ce qui les sépare de notre politique économique, de notre politique financière, de notre politique de sécurité aussi, ne suffit pas à créer des différences artificielles. C'est le cas de Renaud Muselier, c'est le cas de beaucoup d'autres membres des Républicains, c'est le cas de beaucoup de maires parmi les Républicains qui se disent dans le fond aujourd'hui, dans la situation politique où est le pays, il vaut mieux travailler avec la majorité. La dernière réalité sur laquelle je veux insister, c'est que dans le fond, aujourd'hui les espaces politiques sont très clairs, Elisabeth Martichoux. Il y a ceux qui plaident la décroissance. Ça peut être leur choix en disant il faut réduire la croissance, réduire notre consommation. C'est une partie de la sphère politique et redistribuer toujours davantage l'argent public. Il y a une partie de la classe politique qui aujourd'hui plaide pour ce que moi j'appelle la capitulation. Ceux qui croient plus dans la France, qui estiment qu'il faut plier les Gaules, se replier sur soi, rétrécir notre pays, c'est le Rassemblement national et tous ceux qui en sont proches. Et puis il y a tous ceux autour du président de la République, qui ont fait le choix du courage et de la volonté, et qui pensent que notre pays a encore des très belles pages de son histoire à écrire. Mais à un an de la présidentielle, c'est ça aujourd'hui Bruno le paysage Maire, politique. Vous l'évoquiez en filigrane, l'idée quand même d'une élection de Marine Le Pen, elle s'installe dans le débat tranquillement. Vous partagez ça ? Bien sûr, mais je vois comme vous la façon dont le Front National progresse. Je n'ai jamais caché que pour moi c'était une possibilité que Marine Le Pen soit élue. Possibilité que j'ai dans un coin de la tête. Dans un an. Mais je veux juste montrer
précisément que politiquement, désormais, il faut faire ses choix. Soit, effectivement, on s'allie progressivement avec le Front National, soit on soutient la majorité autour du président de la République, mais je ne vois pas d'alternative à ce choix-là. Quant au Front National, je voudrais montrer à quel point c'est le parti, dans le domaine qui est le mien, de la capitulation, que ça emmènera la France droit dans le mur. Et qu'au moment même où on est en train de se redresser économiquement, de retrouver des couleurs, de recréer des emplois, Marine Le Pen ruinera tout cela en une élection. Regardez son projet, le peu du projet qu'elle a dévoilé en matière économique. Elle nous dit, je vais donner 100 000 € à chaque premier enfant. Ce sera d'abord un prêt et ensuite un don à partir du troisième enfant. Il y a 750 000 naissances par an, 75 milliards sur la table, tout de suite. Elle les trouve où ? Elle nous dit ensuite retraite à 60 ans. Elle vous dira, elle nous dit mais ensuite, vous les avez bien trouvés, les milliards. 60 ans, retraite à 60 ans, 40 milliards d'euros. Mais l'énorme différence, Elisabeth Martichoux, c'est que les milliards que nous avons mis, c'est pour faire face, une fois pour toutes, à une crise exceptionnelle pendant 2 ans. Les dépenses qu'envisage Madame Marine Le Pen, c'est ad vitam aeternam. C'est sur le plan de l'économie qu'il faut l'attaquer. Ad vitam, mais bien sûr qu'il faut l'attaquer quand on envisage de ruiner notre pays, comme elle veut le faire, avec le petit peu du programme économique qu'elle a annoncé. C'est notre responsabilité de mettre les chiffres sur la table. 100 000 € par enfant, donnés à partir du troisième enfant et prêtés à partir du premier, c'est 75 milliards d'euros qu'il faut sortir chaque année. La retraite à 60 ans, c'est 40 milliards d'euros chaque année. Elle dit que la croissance le financera. La croissance ne va pas financer 115 milliards d'euros de dépenses pérennes. Je ne sais pas comment elle le fera. Et en tout cas, elle ne réduira certainement pas la dette comme elle s'est engagée à le faire. Il y a de l'incohérence et une illusion totale dans le programme de Mme Le Pen. Alors rapidement, sur le plan des questions migratoires, elle est rejointe parfois par exemple, Michel Barnier, de façon assez inattendue, peut-être pour vous, je ne sais pas. L'homme qui a négocié le Brexit a proposé d'instaurer un moratoire de 3 à 5 ans, un moratoire complet sur l'immigration, y compris le regroupement familial, on ferme le robinet. Est-ce que c'est une proposition intéressante ? La vraie proposition intéressante. Est-ce qu'elle est intéressante ? La vraie politique, mais toutes les propositions sont intéressantes. Mais celle-là, elle vous paraît, on peut la mettre sur la table, on peut la discuter ? Je ne méprise, Elisabeth Martichoux, aucune proposition. Simplement, j'essaye ensuite d'aller jusqu'au bout. Je crois encore, quand Marine Le Pen nous dit « je vais prêter 100 000 € à chaque ménage qui a un enfant, et au troisième, ce sera donné », vous l'avez bien expliqué. Je suis tout à fait prêt à entendre cette proposition, je la regarde, je l'étudie, et je dis que c'est tout simplement une folie financière et que ça n'a aucun intérêt économique. Vous avez été ministre des Affaires européennes, vous connaissez bien les questions internationales. Est-ce qu'on peut instaurer un moratoire de 3 à 5 ans en France sur l'immigration à tous les niveaux. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est souhaitable de remettre en cause le regroupement familial ? Est-ce que c'est souhaitable d'arrêter toute immigration ou est-ce qu'il faut mieux la contrôler ? Moi, je pense que la politique que nous menons actuellement, qui vise à mieux contrôler l'immigration, à augmenter les reconduites à la frontière lorsque vous êtes en situation illégale, est une meilleure politique. De limitation de l'immigration ? On peut toujours faire mieux, sur tous les sujets, y compris les miens. On peut toujours faire mieux. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter les critiques et les propositions. Mais je pense qu'il est plus responsable et plus efficace de reconduire à la frontière les étrangers en situation illégale et de faire respecter notre droit plutôt que de, pendant 5 ans, suspendre le regroupement familial. C'est plus clair. Si le RN remportait une, voire plusieurs régions en juin prochain, est-ce qu'il faudrait changer de gouvernement ? Nous allons tous nous battre, y compris tous ceux qui ne sont pas candidats, pour que cela n'arrive pas. Et si ça arrive ? Quand je vous dis que je soutiens Renaud Muselier, c'est une façon de dire que je ne souhaite pas l'élection du candidat du Rassemblement national à la tête de la région PACA. Je pense que Renaud Muselier a mené une bonne politique, il mérite d'être soutenu et je souhaite que sa victoire fasse au Rassemblement national. Vous avez de l'expérience, vous avez été plusieurs fois ministre avec plusieurs présidents, moins 2. Vous avez une conviction là-dessus. Est-ce qu'il faudra changer de gouvernement ? Est-ce qu'il faudra un nouvel élan ? Ma conviction, c'est que nous devons tout faire pour qu'aucun des candidats du Rassemblement national ne gagne une région. Mais non, parce que, si vous disiez oui, on vous accuserait de vouloir Matignon. J'ai de l'expérience et j'ai livré beaucoup de combats politiques. Et quand on livre un combat politique, un combat électoral, jusqu'au dernier jour du combat électoral, on pense uniquement à la victoire. Mais si vous disiez oui, il faudrait changer pour donner un nouvel élan, dans cette hypothèse, on pourrait vous accuser de vouloir Matignon, non ? Oui, mais c'est un...
une idée qu'on me prête depuis à peu près 4 ans. Vous voulez pas mettre et ça fait à peu près 4 ans que je répète avec beaucoup de constance que je souhaite rester à mon poste de ministre de l'économie et des finances. Et à force de faire preuve de constance, je suis en train, on peut le regretter, ça vous vieillit un peu, mais d'être un des plus anciens ministres des Finances sous la Ve République. Oui, donc, vous voyez, faire preuve de constance, de détermination, poursuivre sa voie, je pense que ça a parfois du bon en politique. Mais être Premier ministre, c'est pas mal non plus. Mais c'est très bien d'être ministre de l'économie et des finances, c'est un grand honneur, c'est une grande fierté, c'est une grande charge, et j'essaie juste de la faire le mieux possible. Une dernière question un peu compliquée, enfin un peu compliquée, on n'a plus beaucoup le temps, mais c'est vrai que la France, on l'a vu dans une étude de la Fondapol, est de plus en plus à droite. C'est assez spectaculaire. Or, la demande de protection des Français est de plus en plus forte. La politique aujourd'hui, la vôtre, elle est plutôt dans, par exemple, l'interventionnisme, dans les aides publiques, qui atteint des niveaux stratosphériques. Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas un décalage entre ces Français qui disent voter à droite et qui, dans le fond, attendent une politique de gauche? Tout simplement parce que je suis convaincu que cette distinction entre la droite et la gauche n'est plus opérationnelle du tout. C'est encore un marqueur culturel, mais ce n'est pas ça qui va apporter les réponses à notre pays. Notre pays, il a tout pour réussir. Simplement en matière économique, sans doute qu'il faut encore libérer davantage les entreprises, restreindre le rôle de l'État à de la protection, à de l'investissement stratégique. Est-ce qu'il faut baisser les droits de succession dans le programme d'Emmanuel Macron sur la sécurité, bien sûr que les Français attendent de la sécurité, de la protection, de la justice. Ils attendent aussi tous majoritairement qu'on porte un nouveau modèle économique plus protecteur de l'environnement et plus juste aussi. Et tout ça, les critères droite-gauche ne permettent pas de faire les bons choix politiques. Je pense même qu'ils obscurcissent le jugement. Et je suis stupéfait de l'obstination de la classe politique à rétablir ce clivage droite-gauche qui n'apporte pas les solutions au pays. Dernière question, est-ce que vous êtes favorable à une baisse des droits de succession? La majorité voudrait le mettre dans le programme du futur candidat Emmanuel Macron s'il est candidat. Moi, je suis surtout favorable à ce qu'on puisse, pour accélérer encore la relance, permettre... Je vous ai posé la question à l'envers. Permettre à des grands-parents ou à des parents... Est-ce que vous êtes favorable à une hausse des droits de succession? De l'argent, quelques milliers d'euros, sans aucun impôt et sans aucune taxe. Pardon, je vous repose la question. Est-ce que vous êtes favorable à une hausse des droits de succession? Je vous ai mal posé la question. Mais je suis favorable à ce qu'on ne touche pas aux impôts des Français, sauf pour les baisser. Je l'ai dit 1000 fois, je peux le dire une 1001e fois. Nous avons engagé avec le président de la République une baisse massive des impôts des Français depuis 2017. Et le mérite, là encore, de la continuité, c'est de pouvoir dire avec un peu plus de crédibilité que nous ne souhaitons aucune augmentation d'impôts pour les Français. Jusqu'à 2022. Les Français trancheront en 2022 entre ceux qui veulent augmenter les impôts et ceux qui ont montré qu'ils savaient les baisser. Merci beaucoup Bruno Le Maire d'avoir été notre invité. C'est à vous, Saveria Rochek. Bonne journée.